Vous avez dû voir passer, coucou YouTube, bonjour, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour aider le référencement de cette vidéo, et si vous regardez le lien dans la description, il y a des petits liens pour donner des sous et pour soutenir mon travail. On va parler d'une proposition de loi qui va nous foutre probablement dans la sauce. Je sais pas si vous avez vu passer, mais en gros, il y a une proposition de loi dont on a un petit peu entendu parler il y a quelques mois, etc. Ça fait un moment que c'est en travail. C'est la fameuse proposition de loi Yadan qui vise à redéfinir l'antisémitisme. Du coup, on va lire un petit article. La commission de loi adopte une version amendée de la proposition de loi redéfinissant l'antisémitisme. Parce que du coup, donc, ça faisait un petit moment, Caroline Yadan elle voulait mettre en place une proposition de loi qui criminalise globalement les soutiens à la Palestine. Parce que Caroline Yadan est une putain de sioniste de merde et qu'elle a le seum que de plus en plus de gens soient convaincus que quand même c'est un petit peu chose israélo-palestinien, c'est un petit peu un génocide. Et du coup, la meilleure solution là-dessus, c'est de faire une proposition de loi. Et du coup, si t'as le seum que les gens y pointent du doigt à raison que selon le droit international, ce que fait Israël, c'est un génocide, bah t'as qu'à faire une proposition de loi pour dire c'est interdit de dire ça. Comme ça, t'auras gagné le débat. Donc voilà. Et du coup, donc déjà, à la base, Caroline Yadan, elle avait fait une première version où il y avait un petit peu de doute. Ça avait été envoyé au Conseil d'État. Le Conseil d'État avait dit alors non, il faut modifier quelques trucs parce que sinon c'est pas très légal. Et du coup, donc c'est repassé à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc vous savez, donc la commission, c'est là où les gens ils discutent au préalable les lois avant de les envoyer en séance plénière, séance publique, à l'hémicycle. Vous voyez tous les débats avec l'hémicycle et les gens qui font avec les micros quand ils ont fini de parler. Donc le texte présenté par la députée ex-Renaissance Caroline Yadan et signé par 120 députés a été modifié en tenant compte des remarques du Conseil d'État. Très contesté à gauche, pas toute la gauche, mais merci de rappeler que le PS n'est pas de gauche. Il vise notamment à interdire les expressions d'un antisionisme radical. Alors bon, vous allez voir dans l'article, l'antisionisme qu'il vise à interdire n'est pas si radical que ça. Un tour de chauffe ou une cause déjà entendue. L'examen en séance plénière prévu le lundi 26 janvier, donc c'est lundi prochain les gens. Donc lundi, il va y avoir l'examen en séance plénière, donc il va y avoir un petit peu le verdict un petit peu final au niveau de la première lecture. Après ça va passer au Sénat, puis ensuite ça va repasser à l'Assemblée nationale. Ouais, vous connaissez, c'est les lois, ça met du temps à passer. Mais donc là, il y a quand même une étape très importante qui a été passée, c'est celle de la commission. Donc l'examen en séance plénière prévu le lundi 26 janvier de la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Donc voilà, toutes les conneries de le nouvel antisémitisme, c'est les gens qui critiquent Israël parce que c'est bien connu, Israël c'est tous les juifs, pas du tout antisémite de dire ça. Ce texte, hautement controversé, a été examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale mardi 20 janvier pendant 3 heures. 3 heures de discussion pour 4 courts articles. Cela peut paraître long, mais 3 heures pour savoir si l'antisionisme radical est une nouvelle variante d'antisémitisme, c'est en fait très court. Vous allez voir comme l'article il précise antisionisme radical alors que, spoiler alert, ce qui va être réprimé c'est globalement toute critique d'Israël. Parce que c'est antisémite de critiquer Israël. La proposition de loi Yadan, du nom de Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Israël, Italie, Grèce, Turquie, Chine, Palestine. Mais parce qu'en fait, très souvent, la 8e circonscription des Français de l'étranger, bon, il y a l'Italie, il y a pas mal de Français de l'étranger en Italie, la Grèce, la Turquie, mais c'est plutôt, comment dire, c'est vraiment la politique vis-à-vis d'Israël qui fait la plus grosse sanction politique, en fait, pour les députés de cette circonscription-là. C'est la circonscription Israël, globalement. C'est-à-dire que oui, ok, t'as l'Italie, etc., mais l'électorat le plus important et le plus mobilisé symboliquement, c'est l'électorat français en Israël. C'est quoi la différence entre antisionisme radical et antisionisme modéré ? Alors, l'antisionisme radical dit que Israël est un État colonial qui commet un génocide. L'antisionisme modéré, il dit que Israël... Parfois, c'est chaud, mais c'est la faute au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Voilà, c'est la différence entre l'antisionisme radical et l'antisionisme modéré. L'antisionisme modéré, il dit Israël, il a le droit d'exister au pire. Donc la version modérée, c'est pas antisioniste. C'est pas le sionisme de gauche. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein, c'est concrètement ça. Bah, on va lire l'article qui détaille un petit peu plus qu'est-ce qui va être visé et qu'est-ce qui est ciblé comme étant l'antisionisme radical pour peut-être un petit peu sortir des simplifications que je fais en tant que streamer qui est simplement assis sur sa chaise et ne fait que commenter au lieu de faire la politique. Mais globalement, c'est ça. Du nom de Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui a quitté le groupe parlementaire Renaissance pour protester contre la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État
l'État de Palestine date du 19 novembre 2020. Donc voilà, donc dites-vous, cette meuf-là, elle est quand même sacrément starbée. Genre déjà pour elle, le fait que Macron reconnaisse l'État de Palestine, c'est-à-dire, rappel, hein, j'en avais parlé à l'époque, je vous renvoie à mon best-of de l'époque, la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État de Palestine, c'était « je reconnais l'État de Palestine, quand le Hamas sera entièrement démilitarisé et que la Palestine aura arrêté de se calmer, qu'ils auront arrêté de vouloir résister, sous condition qu'éventuellement la Palestine puisse avoir une reprise économique digne de ce nom et qu'on mette bien des capitaux étrangers en Palestine, et éventuellement peut-être un jour quand ils arrêteront de dire que Israël les colonise. » Donc voilà, la reconnaissance de l'État de Palestine par Macron, c'est une reconnaissance conditionnelle. Il reconnaissait en fait objectivement un État terroriste. L'extrême droite n'avait pas du tout tort quand elle le reprochait de dire oui, il reconnaît un État terroriste. Oui, selon les mots de Macron, il reconnaissait la Palestine tout en disant que quand même c'est un État de merde et qu'il va falloir lutter contre. Donc voilà, c'était une reconnaissance qui n'est pas effective. Parce qu'en fait, tu peux très bien, comme je disais dans mon React à l'époque, tu peux très bien reconnaître un pays ennemi. Jusqu'à preuve du contraire, on reconnaît l'existence de l'Iran. Jusqu'à preuve du contraire, on reconnaît l'existence de la Russie. Pourtant, on ne les considère pas comme des pays amis, ni alliés. On les considère plutôt comme des rogue states, comme l'axe du mal, etc., etc. Donc tu peux très bien reconnaître un pays tout en considérant qu'il faut l'oblitérer. Sachant qu'en droit international, un État existe de fait, la reconnaissance c'est juste un signe symbolique d'ouverture à la diplomatie et au commerce. Oui, c'est ça. Sauf que le problème des sionistes, c'est qu'ils considèrent que l'État n'existe pas alors qu'il existe. Oui, c'est ça, mais parce qu'en fait, ce qu'ils font à la Palestine, ce qu'ils accusent les pro-palestiniens de faire à Israël. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, les Palestiniens ne génocident pas les Israéliens. Bref. Donc sa proposition de loi date du 19 novembre 2024 et a été signée par 120 députés. Donc voilà, ça date de 2024, ça fait un bon petit moment qu'elle essaye de faire passer cette proposition de loi. Ça commençait à devenir un petit peu un marronnier. Parce que ça revenait régulièrement, que Yadan disait je vais la remettre à l'agenda de l'Assemblée, puis en fait non, il faut passer par le Conseil d'État, et en fait le Conseil d'État, on va attendre sa délibération, etc. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, mais ça fait un bon petit moment que Caroline Yadan a envie de criminaliser l'entièreté des soutiens à la Palestine. Donc Dadula a été signé par 120 députés, dont l'actuel ministre délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, nique ta mère, ainsi que par plusieurs élus socialistes, dont François Hollande et Jérôme Gage. Merci le Parti socialiste. Très contesté à gauche et par une partie des milieux universitaires, ce texte vise à punir ceux qui, sous prétexte d'exprimer leur haine à l'égard d'un État, Israël, sont les instigateurs d'un antisémitisme réinventé que l'on pourrait qualifier de géopolitique. Donc alors il y a plusieurs choses dans cette phrase qui sont intéressantes. Déjà une, sous prétexte d'exprimer leur haine à l'égard d'un État. Ce qui est intéressant, c'est la définition de la haine. Quand tu luttes politiquement contre quelque chose, tu peux très bien ne pas avoir un affect de haine. Par exemple, je prends l'exemple de la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese. Francesca Albanese n'exprime pas de haine particulière contre Israël. Elle est même plutôt connue pour poser des constats plutôt froids, qui sont des constats de droit. Alors elle est elle est montée en épingle par tout le monde comme étant une radicale, etc. Mais c'est parce que elle exprime une proposition de elle exprime une position de Joël droit. est nazi, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Oui. Non mais oui, la haine des oui. Et d'ailleurs, by the way, la haine des nazis est parfaitement légitime. Mais haïr un État, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, on peut avoir de la haine pour la colonie états-unienne où on n'a plus le droit. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu peux, comment dire, ce qui est intéressant, alors pourquoi je dis ça, c'est que je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui haïssent Israël. Et je pense que c'est une haine qui est saine et qui est légitime, surtout quand tu es directement concerné par le génocide, les exactions de masse, etc. Ou alors, enfin, tu vois, genre, quand ça touche, etc. L'affect de haine est un affect. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le fait que dans le texte, là, j'imagine que c'est, comment dire, là, on parle de l'exposé des motifs, donc qui sert quand même à l'interprétation de la loi, l'exposé des motifs, ça, c'est important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, dans l'exposé des motifs, il concentre sur un affect qui est celui de la haine, qui peut être un affect ressenti, qui peut être un affect de réaction, mais on ne peut pas légiférer contre un affect. Et en fait, du coup, sous prétexte d'exprimer leur haine à l'égard d'un État, donc ça veut dire que sous prétexte d'exprimer un affect que l'on pourrait penser comme légitime, donc la question c'est qui va être considéré comme exprimant de la haine envers un État. Par exemple, est-ce que Francesca Albanese, son analyse de droit international va être considérée comme l'expression d'une haine ou simplement comme l'expression du droit. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est en fait que dans l'exposé des motifs, on voit déjà qu'il y a des couches de présupposés et d'analyse qui sont posées auparavant, avant de poser la question de qu'est-ce qui est visé précisément. Ce sont les indicateurs d'un antisémitisme réinventé. Je vous renvoie encore à la vidéo de Tao Khan, bien évidemment, mais c'est toute la rhétorique du nouvel antisémitisme. Wissam aussi qui en parle beaucoup, toute la rhétorique du nouvel antisémitisme
l'antisémitisme, qui ne serait du coup plus l'antisémitisme à l'ancienne des nazis. Les nazis, ils ont disparu, c'est bon, c'est fini. D'ailleurs, le RN n'est plus du tout antisémite, mais qui serait la faute des Arabes et qui vient aussi occulter complètement la thèse un petit peu que propose Tao Khan dans sa vidéo, qui est la remobilisation finalement des logiques de l'antisémitisme contre une nouvelle population qui est celle des musulmans, quoi. Que l'on pourrait qualifier d'un antisémitisme géopolitique. Un antisémitisme géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un antisémitisme géopolitique, c'est donc la critique d'Israël. Parce que du coup, vu que Israël se revendique comme étant l'État des Juifs, donc c'est géopolitique, vu que c'est les relations internationales. D'ailleurs, by the way, je déteste le mot géopolitique, j'en ai marre. Bref, on en parle après. Donc comme Israël égale les Juifs, personne dit ça à part les sionistes, mais bref, et les antisémites. Du coup, critiquer un État qui se revendique comme étant des Juifs, c'est un antisémitisme géopolitique parce que c'est les relations internationales. Il faut haïr les musulmans et pas les juifs. Oui, parce que les musulmans, ce n'est pas un islamophobie géopolitique, parce que déjà l'islamophobie n'existe pas. Écoutez Nora Bussini. Mais surtout que, oui, les musulmans, il n'y a pas de pays musulmans. Enfin, il y en a, mais c'est pas un. Enfin, ils ont le choix, tu vois, ils peuvent aller dans d'autres pays de musulmans, tu vois. Alors ça. Ce truc associer tous les juifs à Israël, c'est littéralement le truc le plus antisémite, puisque les fachos arrêtent pas de dire que les juifs en France ont une double allégeance. Donc cette loi valide implicitement cette théorie du complot complètement. Ah non, mais totalement. Non, mais de toute façon, tout le discours sioniste qui vise à trouver par des circonvolutions que, en fait, quand tu critiques Israël, t'es antisémite parce que tu critiques tous les juifs, parce que tous les juifs c'est Israël, c'est littéralement valider l'idée que du coup les juifs en France sont dans une double allégeance. Et du coup, ce sont des objets qui ne sont pas miscibles dans le corps national, qui ne peuvent pas se mélanger au corps national et qui sont éternellement étrangers au corps national. Non, 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 je suis désolé, les juifs français sont des Français. Et il n'y a pas d'opposition ontologique à leur appartenance à la nation, au corps national, au peuple, à la population. Par contre, pourquoi dire géopolitique, c'est bizarre. Cette redéfinition en fait, de l'antisémitisme, ça fait des années que ça dure en fait. C'est la définition de l'Organisation internationale pour la mémoire de l'Holocauste. International Holocaust Remembrance Committee, je crois, IHRC. Et en fait, ça fait des années que la diplomatie israélienne essaye d'imposer cette définition de l'antisémitisme absolument partout. Pourquoi ? Parce que comme Israël est fondé sur la colonisation et c'est quelque chose qui est condamné en droit international, c'est quelque chose qui est comme Israël mène des massacres, etc., il y a des voies de condamnation des actions, voire même du bien fondé de l'existence même d'un État suprémaciste juif implanté après 48, etc., Il y a des moyens de contestation qui sont fondés dans le droit, qui sont fondés dans les droits de l'homme, les mêmes droits de l'homme dont l'architecture a été mise en place, un petit peu en partie en réparation du crime de la Shoah, tu vois. Et du coup, en fait, le pari de la diplomatie israélienne, c'est d'essayer de modifier, de passer par cette définition de l'antisémitisme pour neutraliser toutes les critiques possibles. Et en fait, c'est pour ça que le fait de dire géopolitique, c'est chelou, parce que pour aucun autre racisme, on ne parle d'un racisme géopolitique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une négrophobie géopolitique. On ne parle pas d'une islamophobie géopolitique. Ça fait partie en fait des exemples de qualificatifs qui sont ajoutés pour essayer de donner plus de crédit à cette thèse-là du nouvel antisémitisme et cette thèse-là d'extension de la définition de l'antisémitisme à la critique de l'existence et du bien fondé de l'existence d'État d'Israël comme un État juif, et qui est d'autant plus ridicule que ce ne sont que des inventions qui n'existent pas pour les autres. Voilà, donc c'est pour ça que le mot géopolitique, c'est bizarre dans ce contexte-là, quoi. Parce qu'en fait, ça révèle que c'est pas de l'antisémitisme dont on parle, c'est de géopolitique. C'est-à-dire que presque le fait de dire antisémitisme géopolitique te permet de garder uniquement le mot géopolitique et de le révéler pour ce que c'est-à-dire la lutte de la diplomatie d'un pays pour imposer sa puissance non incontestée et sa suprématie dans la région. En clair, il s'agit d'interdire les expressions d'un antisionisme radical qui ouvrirait la voie à l'explosion bien réelle de l'antisémitisme en France. C'est encore une fois, tu vois, genre c'est vraiment le débat, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est en gros, c'est de dire que si les gens critiquent trop Israël, les juifs seront en danger en France. Et là, c'est beaucoup l'analyse d'organisations juives antisionistes qui disent que, au contraire, l'existence de l'État d'Israël dépend d'une mise en danger des Juifs partout dans le monde et cette équivalence faite obligatoire entre Israël et les Juifs crée les conditions de l'insécurité des Juifs dans le monde entier puisque en fait ça rend tributaire des Juifs qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui même parfois sont eux-mêmes antisionistes, etc. Ça les rend tributaires de politiques d'épuration ethnique et de génocide. Et du coup, oui, forcément, si tout le monde autour de toi te dit tous les Juifs soutiennent ça, tu vas te dire ils sont chelous les Juifs quand même. Mais sauf que ça, c'est la faute à Israël.
Bref, je vous renvoie aux analyses de Tzedek, de l'UJFP, etc. Et ça veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, hein. L'antisémitisme existe bel et bien, il va bien. On a une longue histoire d'antisémitisme globalement en Europe, hein. On fait partie de ceux qu'on a inventé le truc, voilà. Ça permet aussi une alliance de circonstances et d'intérêts entre les Européens et Israël. C'est-à-dire qu'Israël, ils ont intérêt à mettre en place leur État suprémaciste, à être les champions de la région, etc. À être finalement cette base militaire occidentale dans le Moyen-Orient, ce qui est aussi l'intérêt au niveau géopolitique pour les États-Unis, la France, enfin, tous les pays occidentaux qui le soutiennent, le Royaume-Uni, etc. Mais le fait de redéfinir l'antisémitisme comme un nouvel antisémitisme qui serait importé, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de Tao Khan, mais l'idée que maintenant l'antisémitisme a disparu, c'est bon, maintenant il n'y a plus d'antisémitisme, la preuve, notre extrême droite, maintenant, elle va au mémorial de Yad Vashem, etc. Mais maintenant, l'antisémitisme arrive par l'importation des masses migrantes musulmanes, etc., etc. Ça permet aussi aux droites et aux extrêmes droites européennes de foutre sous le tapis leur histoire antisémite et de ne pas avoir à opérer de retour critique, de réparation, etc., etc. Tu vois, genre, à ne pas avoir à porter la responsabilité. Et en fait, la responsabilité que doivent avoir les États occidentaux après le crime de la Shoah, qui peut être considéré comme en effet le paroxysme de l'antisémitisme européen, chrétien, etc., y compris d'ailleurs même laïque, etc. La réparation là-dessus, c'est le fait de faire passer et respecter des lois protégeant l'entièreté des minorités. C'est toutes les lois contre les discriminations, toutes les lois de rencontre et de découverte des différentes cultures, de mise en place de sociétés véritablement multiculturelles, dans un rapport de dialogue et de compréhension avec les différentes composantes culturelles d'une telle société, etc. C'est ça, les réparations historiques de l'antisémitisme. Parce que c'est à la fois quelque chose qui permet, par le lien et la compréhension mutuelle, d'arrêter de considérer les Juifs comme des ennemis de l'intérieur, mais aussi éventuellement de refaire ça à d'autres populations. D'où la guerre sur la définition de l'islamophobie, ou bien évidemment, si t'as pas le droit de définir l'islamophobie, donc si tu n'as pas le droit de lutter contre la discrimination envers les musulmans, rien ne t'empêche d'en faire les prochains juifs. Et comme la droite européenne, comme les extrêmes droites européennes, ont un agenda suprémaciste ethnique, ont un agenda qui vise à foutre à la poubelle l'entièreté des droits de l'homme, l'entièreté des protections contre les discriminations, l'entièreté de la société de soins générale qui a tenté d'être esquissée par nos ancêtres avec beaucoup de difficultés. Je vais pas faire genre que c'était parfait, tu vois. Bah en fait, du coup, leur but c'est de solder justement cette réparation historique, bien faible certes, mais cette réparation historique du crime contre les Juifs. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est pareil, mais peut-être avec d'autres gens. Dans son texte initial, Madame Yadan le traite en 4 articles seulement, dont 3 sont très débattus. Premier article, élargit le champ de l'apologie publique et de la provocation directe et indirecte à des actes de terrorisme, interdit leur glorification ou leur présentation comme des actes de résistance. Et en fait, vous allez voir, l'entièreté de la proposition de loi Yadan, c'est on va prendre tous les débats qu'on sait qu'on est en train de perdre devant l'histoire et on va les solder par la loi. Comme on est impuissant à convaincre le monde que la résistance palestinienne est légitime, puisque le monde entier voit parfaitement que la résistance palestinienne est légitime et que c'était une dinguerie ce qu'on leur fait, comme on est impuissant à convaincre le monde de ça, parce que c'est juste transparent et visible pour tout le monde, on va faire une loi pour leur interdire de dire ça. Genre c'est vraiment en mode, c'est l'équivalent de faire un débat avec quelqu'un, perdre ce débat, et ensuite décréter que tous les arguments de ton ennemi sont illégaux. C'est littéralement ça. C'est vraiment, t'es tellement infoutu de gagner le débat politiquement que du coup, tu passes par la force pour imposer ta raison. C'est exactement ce que je disais. Rappelle, quand j'ai fait mon best-of sur Macron qui veut réécrire l'histoire, là, notamment sur la question de la Palestine, c'est également le même principe. C'est-à-dire, mais j'ai perdu le débat, ben voilà, c'est dans ce cas, t'as pas le droit de parler, voilà. Roi du silence. Donc interdit leur présentation comme des actes de résistance. Donc on voit la suite logique de toute la propagande médiatique, notamment contre Daniel Obono qui a dit que le Hamas est une organisation de résistance palestinienne, etc., etc. Bon, bref, on n'a plus le droit de parler de la résistance palestinienne, etc. Donc voilà, c'est tout le débat sur la résistance. Est-ce que la résistance a tué des... non, mais la résistance n'a pas tué des innocents comme le fait le Hamas. Et t'as des gens qui étaient en mode, bah en fait si, mon grand-père, il était complètement traumatisé parce qu'il avait tué un gosse civil et parce qu'en fait, bah, c'est ce qu'il fallait faire pour la résistance. Oui, mais non... Bref, donc globalement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça revient aussi à solidifier par la loi la définition d'un acte de résistance comme les trucs avec lesquels on est d'accord. Sauf que par définition, la résistance, c'est le truc avec lequel t'es pas d'accord parce que c'est toi le dictateur autoritaire. Reprenons. Donc ça, c'est l'article 1. Il prévoit également
également de réprimer tous les propos qui ont pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme. Donc ça, c'est tous les gens qui vont, je sais pas, éventuellement rappeler que le 7 octobre, il y a eu en effet des victimes civiles, mais il y a également eu des centaines de victimes militaires qu'on nous compte pourtant parmi le décompte des morts pour gonfler les chiffres des morts et nous faire croire que tous sont des civils, sauf que ce n'est pas la même statut entre civils et militaires. Par exemple, ça, ce serait illégal. J'essaie de faire tous les trucs illégaux possibles avant qu'on me l'interdise, s'il vous plaît. Ou alors, de dire que, certes, en effet, le Hamas a tué environ 1200 personnes le jour du 7 octobre, mais si vous mettez ça en comparaison au nombre de personnes que Israël a bombardées et tuées après à Gaza, bon, est-ce qu'on peut un petit peu se dire que le vrai problème, il est dans les Israël? Bah ça, par exemple, c'est de la banalisation, de la minoration ou de la relativisation du terrorisme, et du coup, ce serait illégal. L'armée israélienne n'avait pas fusillé dans tous les sens en arrivant sur les kibboutz. Alors, catharsis, est-ce que ce ne serait pas de la relativisation des actes de terrorisme? Est-ce que tu sous-entends que le Hamas n'a pas tué des civils? Mais oui, en effet, ça a été confirmé au final que c'était bien l'armée israélienne qui avait tiré à coups de tank dans des kibboutz et qui avait tué son propre peuple, etc. Mais en effet, par contre, ce sera bientôt illégal de dire ça. Donc l'article 2 crée un nouveau délit dans le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État ou d'en faire l'apologie. Donc ça veut dire, si tu fais une blague sur TikTok sur « Ah, est-ce que tu peux me faire une salade israélienne ?» Et « Ah, bien sûr, je vais te faire une salade israélienne. Tiens, voilà ta salade israélienne. » Et la blague, c'est que il n'y a pas de salade et que la personne a fait dans le vide et parce qu'en fait, Israël n'existe pas. Donc voilà. Par exemple, ça, c'est interdit. La négation d'un État ou d'en faire l'apologie, ou la destruction, négation d'un État. Donc par exemple, destruction, attention, sont très 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 techniques. Très technique la destruction d'un État. Si tu dis que tu es en faveur d'un État unique, laïque, plurinational et égalitaire, non, interdit, car il s'agit de la négation de l'État d'Israël, car Israël se considère comme l'État juif, et si tu veux que Israël ne soit plus un État juif, c'est la négation de l'existence de l'État d'Israël, ou alors l'apologie de la destruction de l'État d'Israël, et donc c'est interdit. J'en rigole comme ça, mais c'est une restriction historique et absolument catastrophique de la liberté d'expression et de la liberté de débat politique. Parce que je vous donne ce cas-là de faire l'apologie de la solution à un État, etc., y compris... Alors, je reviens pas sur toutes les difficultés, bien évidemment, pratiques, politiques, sociales, de la solution à un État, etc. Mais imaginons. En fait, par exemple, si tu rends impossible toute discussion autre que la... Ou alors, voire même, si tu te dis, vas-y, moi je suis pour la solution à 2 États, donc les colonies qui ont été approuvées et qui ont été intégrées à l'État d'Israël, parce que voilà, c'est la technique d'Israël, c'est t'envoies des gens avec une petite caravane à la con, ensuite progressivement tu les raccordes à l'eau, à l'électricité, etc. Et pouf, ça fait une jolie colonie en Palestine et t'arrives à grignoter progressivement la Palestine comme ça. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi je suis pour la solution à 2 États, mais il faut avant tout vider les colonies et qu'Israël sorte de ces colonies, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on considère qu'on prend l'État d'Israël comme l'État se revendiquant comme l'État d'Israël, est-ce qu'on ne peut pas nous accuser de vouloir la destruction de l'État d'Israël si on demande de vider les colonies? Et y compris Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, où là il y a une phase avancée et de plus en plus brutale de colonisation de Jérusalem-Est, avec les bâtiments des Nations Unies sur lesquels, qui sont détruits, et pendant qu'elles sont détruites, les gens ils font flotter le drapeau israélien en mode c'est bon, c'est à nous, l'ONU, cassez-vous. Pour moi, ça rentre dans le cadre de la destruction, du moins partielle, de l'État d'Israël, puisque l'État se pose sur des trucs qui sont iniques. Ou alors même de la négation. Par exemple, si tu parles des colonies en Palestine, tu vas parler de colonies. Je ne les reconnais pas comme faisant partie de l'État d'Israël. Est-ce que c'est de la négation de l'État d'Israël? Ça commence à être un petit peu compliqué à appliquer comme truc. Bon, alors évidemment, on sait très bien que les gens qui sont pour la solution à 2 États ne vont pas trop être inquiétés. Mais par contre, oui, toute possibilité de, disons, de sortie du conflit qui ne passe pas par la destruction ou par le statu quo est rendue illégale à exprimer. Et ça, c'est une folie, ça. Ça, c'est vraiment un degré de censure politique qui est indécent. Enfin, le texte propose de sanctionner toute minoration, relativisation ou banalisation outrancière de la Shoah. L'exposé des motifs précise « La comparaison de l'État d'Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah. » Peut-être si vous arrêtez de vous comporter comme des nazis et de banaliser la Shoah en génocidant les Palestiniens, peut-être éventuellement qu'on n'aurait pas à vous appeler des nazis, peut-être. Ça, c'est pour Guillaume Meurice. Donc voilà, nazis sans prépuce. C'est même plus le problème de sans prépuce, c'est t'as pas le droit de traiter de nazis. Parce que ça banalise la Shoah de traiter les gens de nazis. Mais il y a un truc qui est intéressant. Contestation mentionnée au premier alinéa peut constituer une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière. Elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative. Même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative. Alors comment tu sais que c'est une forme déguisée? Comment tu décrètes que
ta forme de banalisation de la Shoah est déguisée. Genre par exemple, même dubitative, genre quelqu'un qui dit bah vas-y, je suis pas un expert, mais bon, ça ressemble un petit peu à ça, non? Enfin, même dubitative. C'est-à-dire que même si tu poses une question, si t'as un petit doute, si t'es en mode vas-y, je suis pas sûr, peut-être, ou ah. Bon, j'en ai aucune idée, mais est-ce que vous pouvez me renseigner là-dessus? Ah non, interdit. Mais surtout de forme déguisée, ça veut dire que comment tu décrètes le déguisement? Comment tu sais si quelqu'un déguise? C'est comme le truc des dog whistles, tu vois. C'est-à-dire que comment tu peux prouver, sans aucun doute, qu'une personne est en train de minoriser le crime de Shoah lorsqu'il dit, par exemple, que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Par voie d'insinuation ou de comparaison, d'analogie ou de rapprochement. On est d'accord, cet article vise à modifier le délit de négationnisme et donc de négation de la Shoah, etc., etc. Donc par exemple, si je traite ICE de Gestapo, si je dis que Trump ouvre des camps de concentration sur son territoire, si je dis que Trump est un nazi, que ICE c'est la SA, est-ce que c'est une minimisation de la Shoah ou pas? Est-ce que c'est une banalisation? Parce qu'en fait c'est aussi ça l'autre problème, et ça c'est un truc dont je parle depuis des années, c'est le problème de l'exceptionnalisme des crimes de la Shoah, etc. C'était un truc que disait je crois Aimé Césaire, où il disait le plus gros crime de la Shoah c'est d'avoir fait aux Européens ce qu'ils faisaient à l'origine, enfin ce qu'ils faisaient de base au peuple colonisé. C'est très très vrai, c'est-à-dire que les camps de concentration n'ont pas été inventés en Allemagne. Les différentes méthodes de gazage ou d'enfumage, les différentes méthodes de mise à mort de masse, de torture, de parquage, etc., qui ont été mises en place, voire perfectionnées par les nazis, ont été expérimentées, théorisées et mises en place d'abord dans les colonies. Et en fait, tu as tout un truc certes, on peut parler de la Shoah comme un événement paroxystique de cette violence-là, un événement qui a concentré tout ça. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que à force de trop vouloir l'exceptionnaliser, d'en faire quelque chose qui n'a pas de comparaison possible, et du coup, on met à mal toute l'histoire et la critique de l'histoire coloniale, mais toute possible mise en alerte sur la reproduction de cette histoire, que ce soit cette histoire coloniale ou cette histoire d'extermination, de faits concentrationnaires de masse, etc., etc. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que comment est-ce qu'on décide que comparer ICE à la Gestapo, c'est excessif? Est-ce qu'on attend de découvrir des charniers? Après, les charniers, c'est pas exactement ça, tu vois. Genre la Shoah, c'est pas que des charniers. Est-ce qu'on attend de découvrir des endroits qui sont entièrement dédiés à la mort de masse et au fait de se débarrasser des corps? Mais après, tu pourras dire que tous les camps de concentration n'ont pas été forcément des camps d'extermination et que l'extermination ne s'est pas faite de la même façon partout. Il y a eu la Shoah par balle qui a été une des plus importantes et qui s'est faite dans des fosses communes sur le front de l'Est, à buter des gens, à rassembler les gens après les avoir concentrés, les sortir des ghettos et les buter au fusil. C'est une grosse partie essentielle de la Shoah qui n'implique pas de dire que c'est exactement pareil que les camps. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça veut dire que, pour moi, ça s'oppose à l'idée de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Parce qu'à partir du moment où tu veux prévenir le crime de génocide, ça veut dire que tu dois te baser forcément sur des comparaisons, sur des faits actuels, et donc forcément, ça veut dire que tu dois arrêter la marche de quelque chose avant que ça ne dégénère. Faut pas attendre que le génocide soit fini avant de dire vas-y, non, tu ne t'engages pas sur cette voie, genre stop, on va te stopper tout de suite, tu vois. Donc je me demande dans quelle mesure, parce qu'on focus beaucoup dans cette proposition de loi Yadan, on focus beaucoup sur l'impossibilité de critiquer Israël, l'impossibilité que ça va augmenter de défendre la Palestine, et Dieu sait que les soutiens de la Palestine sont criminalisés au dernier degré en France, mais ça va avoir des conséquences beaucoup plus larges, c'est-à-dire que c'est un outil législatif qui peut être utile à quiconque veut l'utiliser, au hasard, une fois qu'on aura l'extrême droite en France et qu'on sera pote de Trump, pour interdire toute critique de nos chers régimes alliés. Et en fait, ça peut, je ne dis pas que ça va être utilisé comme tel, mais encore une fois, quand tu écris une loi, il faut toujours te poser la question de comment elle peut être utilisée et est-ce qu'elle peut être utilisée de façon négative? Est-ce qu'elle peut être utilisée de façon qui aille à l'encontre de nous? En gros, est-ce que l'existence de cette loi dépend uniquement de la bonne morale du gouvernement qu'on a? Et le problème, c'est que cette loi est l'exemple typique d'une loi qui ne dépend que de la bonne morale du gouvernement. Alors déjà d'une loi qui est honteuse, mais en plus de ça, qui dépend uniquement de la bonne morale du gouvernement pour ne pas dégénérer en un outil de la répression systématique des opposants politiques, notamment des opposants à l'autoritarisme. Moi, je comprends pas l'intérêt de la comparaison dans le cas de Trump, notamment, sans dire qu'il faut le pénaliser, mais une fois que tu as dit Trump égale Hitler, politiquement, ça t'avance à quoi? Le fait est que c'est factuellement faux, qu'il y a des tonnes de différences entre les deux. Ça demande ce que Trump représente, en plus de rendre la tech totalement inaudible chez 95% des gens. Je vois un petit peu ce que tu veux dire. D'abord, c'est une puissance rhétorique. Déjà, personne dit Trump. Alors,
Si les gens ils disent Trump égale Hitler, ils font des montages de Trump avec une petite moustache, etc., etc. Bon. Mais par exemple, c'était un petit peu le débat qu'il y avait sur les raids de ICE, la police aux frontières, où ils disaient est-ce qu'il faut comparer ça à la Gestapo ou à la SA, ou est-ce qu'il faut comparer ça simplement aux chasseurs d'esclaves? Et en vrai, un peu des deux, parce que louper la comparaison avec les nazis, c'est aussi louper qu'il y a des vrais nazis dans le régime de Trump qui poussent derrière pour une radicalisation de la politique de répression intérieure. Et en fait, donc t'as un truc où, déjà, pourquoi la comparaison à Hitler est aussi efficace, c'est précisément à cause de cet exceptionnalisme qui a été mis sur la Shoah et sur la Seconde Guerre mondiale. Dans le sens où j'aimerais tellement qu'on puisse comparer Trump à Léopold II, ou qu'on puisse comparer Trump à n'importe quel colon français, à Bugeaud, ou à etc., etc., etc. Mais parce que ça voudrait dire que la mémoire de la colonisation et la conscience populaire des horreurs de la colonisation et du fait que plus jamais ça s'est étendu également aux gens que nous on a colonisés et pas que les trucs que nous on a subis. Donc moi je serais tellement heureux, et pareil tu vois, pareil il y avait ce débat là sur la comparaison avec la Gestapo, c'est que les gens ils disaient ah mais ouais mais les comment dire, ils agissent comme des chasseurs d'esclaves, et c'est aussi occulter l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation aux États-Unis que de réduire dans la comparaison à Hitler. Le problème c'est que jusqu'ici il y a que Hitler dont le monde entier a dit « j'avoue, c'était pas bien ». Et c'est un problème en soi. Mais parce que les autres, leurs enfants restent nos dirigeants. Et demain, c'est les enfants d'Hitler qui seront nos dirigeants. Tu vois, genre, il y a un peu un truc où c'est le dernier truc qui nous reste. Voilà. C'est le dernier truc qui nous reste pour exprimer le point de non-retour et le point de violence paroxystique auquel il faut pas arriver. Mais c'est uniquement parce qu'on a été infoutus de reconnaître les autres comme des points de violence paroxystique auxquels il fallait pas arriver. Donc en fait, c'est plutôt une faible arme pour alerter. C'est une arme rhétorique, mais c'est vrai qu'il faut que ça aille plus loin que ça. Et en vrai de vrai, cet article sur l'interdiction de la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi, parfois t'as des gens qui disent ah Netanyahou, nazi, etc. T'es un peu en mode oui bon c'est sympa comme tournant de phrase rhétorique, mais ce qui est le plus important c'est de le condamner devant la CPI. On s'en bat les couilles qu'il ressemble à Hitler. Le but c'est de le condamner pour les crimes qu'il met en place. Mais en même temps, si tu le compares pas avec Hitler, les gens vont pas comprendre à quel point les crimes qu'il met en place sont horribles. Parce que c'est comme ça qu'on a fondé notre mémoire politique sur si tu ressembles au grand méchant, c'est que t'es le grand méchant. Si tu ressembles pas au grand méchant, bénéfice du doute. Après ICE ils revendiquent des symboles nazis, c'est dur de les identifier autre chose. Oui, aussi, pour ICE. Mais ils peuvent très bien revendiquer des symboles nazis, tout en n'ayant même pas besoin de revendiquer les symboles suprémacistes blancs états-uniens, parce que c'est la norme pour eux. Je suis sûr qu'il y a plein de signes proches du Ku Klux Klan, du truc comme ça, de toutes les ministres de chasseurs d'esclaves, etc., qui nous passent au-dessus des radars, parce que on n'apprend pas l'histoire des ministres de chasseurs d'esclaves et on n'apprend pas leur mobilisation idéologique dans les États-Unis. L'avis du Conseil d'État. Le texte, soutenu à l'Assemblée par le bloc central, la droite et l'extrême droite, et le PS, s'appuie sur une définition extensive mais non consensuelle de l'antisémitisme. Oui, ça veut dire claquer au sol en français. Celle proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui précise que l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Tu vois, typiquement, l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Problème! Israël se revendique comme une collectivité juive. Israël se revendique comme l'État des Juifs, comme le seul État juif. Donc comment on fait? Si Israël se revendique lui-même comme une collectivité juive, dans ce cas, il ne peut qu'être perçu comme une collectivité juive, et donc toute critique en vérité d'Israël est interdite. CQFD. En préambule à la discussion devant la commission des lois de son texte, dont elle est rapporteuse, Madame Yadan a rappelé le quadruplement en France des faits antisémites entre 2023 et 2025, soulignant que plus de 60% d'entre eux sont des atteintes aux personnes. Il y a toujours une bonne raison de haïr les juifs. Aujourd'hui, cette bonne raison se nomme Israël, a-t-elle lancé en posant le cadre du débat. Non, Israël n'est pas une bonne raison de haïr les juifs. Israël est une bonne raison de haïr les Israéliens. La plupart, en tout cas. Une grande majorité, qui ont l'air d'accord avec tout ça. Donc le seul problème, c'est que Netanyahou ne respecte pas trop les règles politiques qu'on aimerait bien qu'il y ait dans notre pays. Mais non, mais la colonisation, c'est bien. Mais les juifs, ils ont rien à voir avec ça. Les juifs, c'est les victimes collatérales de votre tentative de les embrigader là-dedans. Mais surtout, c'est un truc intéressant. Le quadruplement des faits antisémites entre 2023 et 2025. Foucault disait que les juges ne servent à rien, ou plutôt, les juges ne servent qu'à valider ce que la police a décidé de faire. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi servent-ils? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. Bon, le grand événement qui s'est passé au cours du XVIIIe siècle, on croit toujours que c'est la réforme judiciaire, l'acquisition des libertés, etc. Il s'est passé au XVIIIe siècle quelque chose d'important, une invention pour laquelle on ne fait pas suffisamment mérite à ses inventeurs, il se trouve que c'est des Français. C'est la police. La police est une invention, parce que la forme moderne est une invention du XVIIIe siècle et de la monarchie administrative. Et en fait, la police a été, depuis le XVIIIe siècle, une espèce de formidable instance de régulation sociale,
de surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens, une instance non pas tellement de justice que de normalisation. Il ne s'agissait pas tellement de faire appliquer la loi que d'obtenir un comportement normal, conforme des individus. Et ça, c'est la police qui l'a fait. La police l'a fait pendant tout le XVIIIe siècle, dans les interstices d'un pouvoir judiciaire qui finalement était lâche, discontinu, inattentif, etc. Donc voilà, donc pourquoi je dis ça? Quel rapport avec Michel Foucault? Parce que là, jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que donc dans l'augmentation des faits considérés comme antisémites, on sait que Darmanin, à l'époque, puis Retailleau, parce qu'ils sont, et puis maintenant Nunez, après le 7 octobre, ont décrété qu'ils comptabilisaient dans les chiffres de la police, parmi les actes antisémites, qu'ils comptabilisaient le moindre drapeau palestinien, le moindre slogan pro-palestinien, etc., etc. Donc en fait, la police a opéré une évolution de fait de la définition de l'antisémitisme. À partir du moment où les chiffres de la police incluent arbitrairement, sans qu'il y ait une loi qui le décrète, les mobilisations pro-palestiniennes comme des actes antisémites, il ne suffisait plus que de mettre une loi pour codifier et valider a posteriori ce que la police, dans tout son autoritarisme, avait décidé, par le biais du gouvernement, par le biais de la main répressive d'un Premier ministre islamophobe, pro-Israël, etc., etc., etc. Un peu comme le terrorisme dans lequel il a intégré le militantisme écologique. Exactement ça, Enartus. Ça part toujours de décisions policières qui permettent de donner des chiffres à partir desquels on peut faire des jolies propositions de loi qui vont aller en fait valider ce que l'arbitraire du pouvoir a mis en place. La proposition de loi de Caroline Yadan est une très bonne illustration de ce que dit Foucault quand il dit que les juges ne servent qu'à valider ce qu'a décidé de faire la police, qu'à donner son blanc-seing à l'autoritarisme et à l'arbitraire policier. Et c'est un exemple typique de comment ça se passe. Le ministre de l'Intérieur décide de dire à ses flics, maintenant vous allez compter ça dans vos chiffres, ça permet de faire monter un discours politique qui peut aboutir à une proposition de loi qui va modifier la façon dont les juges vont juger le droit. Comme quoi, Foucault avait raison depuis le début. Un débat que Madame Yadan a évité lors des 3 heures de discussion, préférant se retrancher derrière le Conseil d'État. Donc voilà, donc tout le débat sur, oh là là, est-ce que l'antisémitisme c'est l'antisémitisme, etc. Elle, comment elle a fait pour éviter le débat? Elle a dit, hop, chat perché, le Conseil d'État, il m'a dit, fallait écrire la loi comme ça. Du coup, c'est valide. En effet, consciente que sa proposition de loi risquait de ne pas passer, la députée a sollicité en mai 2025 l'avis de l'instance qu'elle a proposé mardi de reprendre dans son intégralité, amendant ainsi son propre texte. Donc en gros, le texte originel, elle l'a envoyé au Conseil d'État en mode réécrivez-le-moi de façon à ce que ça passe. Et du coup, elle a dit bon, très bien, j'inclus tous les ajouts du Conseil d'État pour la réécriture, etc. Une proposition destinée à déminer le terrain qui a plutôt bien fonctionné, le Parti socialiste se ralliant ainsi aux écritures du Conseil d'État de l'article 1. Voilà, parce que le PS, il suffit que tu leur montres quelqu'un qui a un petit peu d'autorité et ils disent parce que si c'était que Yadan, ils auraient pu se dire non, mais elle est de droite, etc. Là, attention, t'as une autorité, donc ils disent pardon, madame la juge, oui, on va faire tout ce que vous voulez. Ainsi, la nouvelle mouture remplace, et alors attention, c'est même pire, le Conseil d'État a empiré. Déjà, on disait tout à l'heure que la façon dont la loi est écrite, c'est ultra flou et déjà, c'est un red flag. Mais là, c'est encore pire. La nouvelle mouture remplace les provocations directes et indirectes à des actes de terrorisme par l'expression provocation directe et même implicite. Comment ça, implicite? Je préférais indirect. Alors, indirect, c'était horrible et c'était flou, mais implicite, c'est encore pire. Comment tu caractérises l'implicite? Parce que autant indirect, tu peux montrer rationnellement comment il y a un lien entre tel truc qui en fait est lié à ça, et du coup, si A égale B et B égale C, alors A égale C. Tu peux un peu montrer le truc indirect, etc. Mais là, l'implicite, c'est ça. Ça veut dire que cette loi, et le Conseil d'État a décidé qu'on allait commencer à juger les intentions et sonder les âmes. Mais parce que ça, c'est tous les trucs de dog whistle. Ça, c'est la grande victoire des sionistes de gauche, c'est de permettre que maintenant, en théorie, tu pourrais être jugé et condamné pour un dog whistle que tu n'auras même pas été au courant que voilà. Si tu n'es pas sioniste, t'es antisémite, donc prison, fin du débat. Oui, en vrai, en gros, c'est ça. C'est une folie. Et ajoute à la pénalisation de l'apologie d'actes de terrorisme, l'apologie de leurs auteurs. Donc en fait, le Conseil d'État a rendu le truc encore pire et le PS a dit oh, la loi est pire, mais on va la voter. L'apologie de leurs auteurs. Lesquels? Le Hamas ou les Palestiniens? De quoi tu parles quand tu parles du Hamas? Tu parles de la branche armée ou tu parles de la branche civile? Pareil pour le FPLP, pareil pour le Fatah, etc., etc. C'est une folie. Genre, le Conseil d'État a encore empiré le texte, a rendu le texte encore plus large et a donné une latitude au texte de réprimer un plus large panel de comportements et de discours politiques
que ce que Yadan avait même imaginé à l'époque. C'est une folie. Il n'y a aucun frein constitutionnel pour empêcher les procès d'intention. Normal. Après, bon, faut envoyer ça au Conseil constitutionnel, tu vois. J'imagine. Parce que genre là, c'est un texte de loi qui pose un précédent qui est encore du jamais vu, quoi. Mais j'imagine, normalement, constitutionnellement, tu peux pas. Soutenir les soulèvements de la terre, c'est l'apologie du terrorisme. Bah ouais, tu vois. C'est-à-dire que avant tu pouvais dire je soutiens les soulèvements de la terre, même si je critique leurs actions, etc. Là même si tu dis je soutiens les soulèvements de la terre, c'est l'apologie du terrorisme. C'est une dinguerie. Hein. Des fois on parle des USA, mais voilà les dingueries. Bah oui, de fou. Hein. Encore une fois, on rigole de leur ICE, mais nous on a Frontex. Hein. On rigole de leur camp de concentration, mais nous on a des OQTF et des CRA. Hein. Racisme anti-palestinien. Les opposants au texte se sont retrouvés piégés par son objet même, obligés de souscrire à son objectif premier, la lutte contre l'antisémitisme, mais d'en contester les modalités. Ah oui, ça veut dire que comme le texte fait genre qu'il veut lutter contre l'antisémitisme, du coup ça oblige les gens d'aller sur le terrain de la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'on sait très bien que c'est pas le but de base. Ok. Votre texte ne protège pas les juifs, mais une politique, celle de l'État d'Israël, a condamné Gabriel Catala pour la France insoumise. Ce sont vos propos et votre proposition de loi qui assimilent nos compatriotes juifs à l'État d'Israël. Votre racisme anti-palestinien vous aveugle, a-t-elle ajouté. La députée écologiste Sandrine Rousseau voit dans ce texte des innovations incertaines et un amalgame. C'est là que tu vois que vraiment, à gauche, dès que tu sors de la France insoumise, le ton il est quand même plus calme. Un amalgame entre juifs de France, israéliens et gouvernement israélien. Elsa Fossillon du Parti communiste a accusé Madame Yadan de chercher à assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Oui, c'est pas qu'une accusation, c'est le but. De se livrer à une criminalisation massive de la parole palestinienne. Tous les amendements de rejet de la proposition de loi ou de ces articles ont été rejetés en commission. Face à cette opposition, Sylvain Maillard pour le groupe Ensemble pour la République, donc Renaissance, Anne Bergant pour les démocrates, le MoDem, donc Agnès Firmin-Lebaudot pour Horizon, Frédéric Meunier pour la droite républicaine, les Républicains, et Laurent Mazori pour Liberté Indépendante, l'IOT, ont apporté leur soutien au texte amendé, tout comme la députée ciotiste Sophie Ricoeur-Vagine. Le Rassemblement national, lui, s'est délecté d'une proposition de loi qui s'attaque à ceux qui tentent de travestir le terrorisme en résistance. C'est clair que pour le RN, pouvoir décrire tous les résistants comme des terroristes, ça les intéresse. Hein. Surtout au moment où ils seront au pouvoir, ils seront bien contents de pouvoir dire tu résistes, c'est interdit. Il y a une loi là-dessus. Quant au PS, il s'est abstenu au moment du vote sur l'ensemble du texte. Moi, ce qui me fume dans le PS, c'est leur courage politique. Prends l'exemple du budget. La raison pour laquelle c'est passé en 49.3, c'est parce que le PS était contre le budget, pas au point de voter contre. Voilà, il voulait s'abstenir sur le budget, voire éventuellement voter contre si vraiment c'était pas bien. Ils allaient peut-être voter contre le budget. Du coup, le Cornu a déclaré le 49.3. Et du coup, le PS, vu qu'ils veulent vraiment s'opposer au budget, parce que c'est vraiment un mauvais budget, ont décidé de s'abstenir sur la motion de censure, voilà. Parce qu'ils sont avant tout sérieux et veulent bien s'opposer au budget, mais ils sont terrifiés de devoir poser un acte politique. Et c'est exactement pareil sur la proposition de loi Yadan, c'est parce qu'en fait, le PS, ils sont dans la merde. C'est-à-dire que t'as Olivier Faure qui a tweeté « Oh là là, cette proposition de loi est affreuse, etc. » Et t'as quand même Jérôme Guedj et François Hollande qui ont co-signé la proposition de loi. Donc t'as quand même des gens dans le PS qui quand même représentent l'aile droite du Parti Socialiste, dont Olivier Faure a sacrément besoin parce que il panique pour son siège, qui a, littéralement signé, donc qui a plus que soutenu le texte, qui a plus que voté pour le texte, qui a signé le texte. Du coup, le PS, ils sont dans la merde, ils disent tu sais quoi, on va s'abstenir. Sauf qu'en fait, t'imagines bien que les gens du PS qui ont signé le texte, ils vont voter pour. Ils vont pas s'abstenir sur un texte qu'ils ont signé eux-mêmes. Donc le PS ne s'est pas abstenu. Le PS, divisé, certains ont voté pour, certains se sont abstenus parce qu'ils n'ont pas les couilles de s'opposer au texte. Parce que tu comprends, il y a des bozos qui veulent restreindre les libertés politiques et les libertés publiques, mais comme ils sont dans leur groupe, un peu de solidarité, on ne va pas s'opposer à eux. Mais ça, c'est grâce à la démocratie interne. Et c'est vrai que mon petit cerveau d'insoumis ne pourra jamais comprendre ça. Peut-être qu'ils sont illuminés d'une façon que moi, j'ai peut-être pas la lumière à tous les étages politiquement, tu sais, j'en sais rien. Pressé de donner des exemples de phrases ou de slogans pénalisables ou de citer d'autres pays qu'Israël qui pourraient être concernés par son texte, au hasard les États-Unis, Madame Yadan s'est dérobée à chaque fois. Elle a également éludé quand la députée écologiste Sandra Regol lui a fait remarquer que son texte assimilait les Juifs de France à des soutiens d'Israël. Une forme inacceptable d'essentialisation. Et n'a pas relevé l'apostrophe de l'élu écologiste Léa Balaj-El-Mariki. Vous avez vous-même nié le droit à l'existence d'un État palestinien. Et en plus, Caroline Yadan a pu remporter sa bataille tranquille en commission des lois en ne répondant à rien. C'est beau la démocratie parlementaire. C'est génial. Se dire que t'as l'opposition qui dit « Réponds-moi sur tel et tel truc, défendez votre loi quand je vous dis qu'elle vous permet pas », et en mode « Non, question suivante, je ne répondrai pas ». Si Caroline Yadan a remporté une bataille importante en voyant la version amendée de son texte à voter par 18 voix contre 14 en commission des lois, le débat en séance plénière s'annonce tendu. Et donc on vient à la question de est-ce que ça risque de passer en séance plénière ? Ça se discute. C'est-à-dire que là c'était la commission des lois. On peut aussi faire le pari que dans la commission des lois, t'avais peut-être par exemple pour le PS été représentés des gens qui voulaient pas se mouiller, mais que
qu'il y aura peut-être plus de défections dans les rangs du PS en séance publique. Alors peut-être que simplement ils ne viendront pas siéger. Pareil chez les macronistes. Peut-être que certains macronistes considéreront que cette proposition de loi va trop loin, même s'ils sont d'accord avec le principe, mais que celle-là est beaucoup trop mal écrite et pourront s'abstenir ou voter contre. Donc il y a une autre bataille qui va commencer en séance plénière, donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais elle a l'air assez mal engagée et c'est pour ça que les gens, il faut faire pression. Il faut absolument faire pression. Prenez la proposition de loi, prenez tous les exemples de trucs sur lesquels ça pourrait dégénérer à fond. Même si vous avez un député qui est un peu de droite ou qui est un peu macroniste, etc., vous lui dites simplement tel truc qui est écrit comme ça peut aller à l'encontre de tel autre truc. Genre ça peut être utilisé de telle façon autoritaire et vous êtes derrière ça et vous en aurez la responsabilité et la conscience. Tu vois, genre t'as un truc de genre il y a une pression à faire sur vos députés. C'est jamais inutile. Je dis pas que ça va changer tout, mais c'est jamais inutile d'harceler les députés. Et même interpellation publique. Tu leur dis ah oui, et comment est-ce que les juges ils vont juger l'implicite? Vous êtes d'accord pour qu'une proposition de loi permette aux juges d'imaginer ce qu'on pense dans nos têtes, de créer un crime de pensée, de machin, etc. Vous pouvez faire des interpellations publiques parce que c'est aussi à ces moments qu'ils sont en mode non, peut-être, je sais pas, etc. Donc en vrai, les interpellations publiques c'est plus pratique aussi pour les foutre dans la merde. Mais il y a une bataille parlementaire qui va être mise en place. C'est pas qu'une bataille pour l'avenir de la lutte pour les droits du peuple palestinien. C'est en partie une bataille pour l'avenir de la lutte des droits du peuple palestinien. Ça c'est clair. D'autant que bon là en ce moment plus personne ne parle de la Palestine alors que bon c'est pas comme si on était dans une phase avancée du génocide et de la colonisation mais bon c'est plus à la mode vous comprenez. Tu comprends, Trump il a menacé de prendre le Groenland quoi. C'est quand même plus important que les Arabes qui meurent quelque part. C'est pas qu'une loi qui menace l'avenir du militantisme pro-palestinien, c'est aussi une loi qui pose des précédents en termes juridiques, en termes de possibilité de résister et de lutter contre l'autoritarisme, de lutter contre le fait que notre démocratie se transforme progressivement en un régime et un système autoritaire et répressif. Alors on sait qu'il y a quand même plusieurs trucs qui ont été franchis là-dedans, on sait que l'utilisation du concept de terrorisme a largement été utilisée déjà pour poser déjà des précédents, mais si on peut stopper à ce que de nouveaux précédents soient posés, c'est pas parce que la pierre a déjà commencé à dévaler la pente qu'il faut la laisser aller jusqu'au bout. Juridiquement, cette loi, elle interdit pas de critiquer tous les pays. Oui, en vrai, elle interdit de critiquer tous les pays dont l'extrême droite est au pouvoir, vu que t'as plus le droit de faire des comparaisons avec les nazis. Vu que le fait de comparer des gens avec des nazis, c'est banaliser la Shoah, et donc c'est un petit peu du négationnisme. Donc avec ça, tu peux pas critiquer Orban, tu peux même pas critiquer Poutine en le comparant à un nazi. Tu peux même plus faire des blagues juste avec tu peux même plus utiliser l'hyperbole avec de la liberté d'expression. Donc oui, ça peut être utilisé pour empêcher, encore une fois, ça peut être utilisé pour empêcher les critiques envers ce que fait Trump. Tu vas devoir les appeler des fascistes. Oui, en fait, oui, ça, en vrai, tu peux les appeler des fascistes. Et en vrai de vrai, on les appelle déjà des fascistes. Donc en vrai, ça va, faut juste plus dire nazi. Bon, on va dire fasciste, on va trouver d'autres mots. De toute façon, moi, je nous fais confiance. On est des gauchistes, on a l'habitude. Voilà. Joël est nazi. Voilà. Bon. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Voilà. Il y a des haines saines, tout comme il y a des colères saines. Donc voilà, on peut s'en sortir. Mais voilà, ça veut dire que désormais, les juges pourront se permettre de juger l'implicite. Et ça, c'est un petit problème. Attention à l'implicite du mot fasciste. Ah, est-ce que l'implicite de fasciste, ça veut dire nazi et que du coup, implicitement, je traite de nazi et que du coup, je fais implicitement du négationnisme? Ah, c'est compliqué ça.